Après t'avoir expliqué comment on fonce vers un scénario d'apocalypse à la Mad Max avec notre addiction au pétrole, on va parler de comment limiter ce scénario et même imaginer un autre futur tellement inspirant et sexy qu'il donne aux gens envie d'agir. Cette vidéo est un résumé du livre Manuel en transition de Rob Hopkins. Si tu veux participer au concours pour gagner mon exemplaire du livre, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi en commentaire un truc qui toi t'excite dans ce futur monde sans pétrole. L'idée de cette vidéo, c'est que notre avenir avec moins de pétrole, il peut être meilleur que notre présent aujourd'hui, si et seulement si on agit assez tôt, donc maintenant, et avec assez de monde pour faire cette transition. Alors, comment vivra-t-on demain? Pour te donner une image, on représente souvent le pic pétrolier et le pic énergétique plus largement par une montagne. Donc c'est comme un pic montagneux et grandiose que l'humanité a escaladé, et là on est tout en haut. Je sors du cadre. En gros, c'est qu'on a extrait plus de la moitié des réserves du pétrole mondial. Donc là, on a une vue incroyable. On se met ultra bien. Mais on sait qu'il faut redescendre pour être en sécurité. Enfin, c'est du bon sens. Donc on va descendre par palier, mais il commence à faire nuit et il y a des tempêtes, donc ça va être beaucoup plus dangereux que l'ascension lente. Autrement dit, on va devoir fortement réduire notre consommation d'énergie tout en encaissant les crises. Et c'est marrant parce que souvent on croit que connaître les dangers de quelque chose, ça suffit à changer. Bah non, sinon plus personne ne fumerait. Sur les paquets, c'est bien marqué fumer tue. Mais sauf qu'il faut plus qu'une décision rationnelle quand il s'agit d'une dépendance, d'une addiction. Et c'est pareil pour nous, pour notre société, collectivement, avec le pétrole. Alors comment on brise cette dépendance au pétrole pour créer une société plus saine? La première étape, c'est de créer une vision inspirante du futur. C'est ce qu'ont fait des citoyens à Totnes au Royaume-Uni en 2005, dans la ville de Rob Hopkins, justement. En mettant en place plein d'alternatives dans leur ville, sans le savoir, ils ont lancé un mouvement mondial des villes en transition. Des villes et des villages, aujourd'hui, il y en a 1000 qui participent à ce mouvement, dont Bordeaux ou Grenoble en France. Je te mets la liste en description, elles sont sur le site entransition.fr. En gros, c'est un groupe de citoyens qui met en place des actions pour rendre sa ville ou son village plus autonome et moins dépendant du pétrole, avec pour but de construire un futur hyper inspirant. Lequel? Imagine, on est en 2050. Vas-y, ferme les yeux. Imagine une société d'abondance qui ressemble à ça. C'est une société où on produit localement notre alimentation, notre énergie, notre monnaie, une partie de nos médicaments. Comment? Le tout grâce à plus de démocratie participative. Pour l'agriculture, ça veut dire plus de permaculture, de petites fermes, de potagers collectifs, de jardinage pour les particuliers. Pour la finance, ça veut dire plus de monnaie locale et de troc, d'échange de services ou de temps. Pour les transports, ça veut dire plus de transports en commun, de trams, de vélos, de voiles commerciales et quasiment plus d'avions qui polluent énormément. Il y a encore des voitures, mais beaucoup moins surtout dans les villes parce qu'on les partage. Du coup, on peut transformer toutes les places de parking pour en faire plein d'autres choses, soit des endroits où on cultive des fruits et légumes, des centres culturels, etc. Niveau énergie, on a divisé par 2 notre consommation d'énergie. Niveau éducation, on a repensé l'éducation pour enseigner beaucoup plus la construction, l'agriculture, le jardinage, la réparation et aussi la résolution de conflits, comment travailler ensemble, la démocratie participative et l'entrepreneuriat. Bref, les gens vivent plus lentement, sont moins stressés, il y a une meilleure qualité de l'air, il y a moins de maladies et on est en meilleure santé mentale, on est plus heureux. Il y a beaucoup moins de dépression qu'avant et surtout on se sent vachement fier du chemin qu'on a parcouru depuis quelques décennies par rapport à la galère dans laquelle on était en 2019. Cette vision positive, elle s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est de créer des territoires résilients, suffisamment autonomes pour être capables d'encaisser des chocs. En gros, si le monde s'écroule, est-ce que ta ville ou ton village peut se nourrir, se soigner, se chauffer, etc. Le deuxième pilier, pour créer des villes résilientes, il faut relocaliser l'économie. Et enfin, vivre avec beaucoup moins d'énergie. 1. La résilience. Un espace résilient, c'est un espace qui va pas s'effondrer s'il y a une pénurie de pétrole ou d'aliments par exemple, ou même s'il y a une forte réduction des déplacements et des transports, c'est un espace où on arrive quand même à répondre aux besoins primaires. On arrive à se nourrir, à se soigner. Mieux, c'est un espace qui se renforce à chaque fois qu'il y a un choc, qui apprend. Bon, je te parle pas non plus de créer des espaces en autarcie. On n'est pas sur l'île de Robinson Crusoe. Simplement d'être suffisamment autonome pour que, en cas d'urgence, on arrive à survivre. Après, le reste, on peut importer, mais c'est du bonus. Donc, ok pour importer des ordinateurs, par exemple, mais pas des biens de base comme des aliments. Ou en tout cas, le moins possible. Donc, il s'agit pas juste de diviser nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on pourrait les diviser par 2 et être quand même super vulnérable face au pic pétrolier. Il s'agit d'augmenter le pourcentage de nourriture qui est produite localement.
Pareil pour l'énergie, pareil pour les médicaments. Augmenter le pourcentage d'échanges locaux qui sont faits avec une monnaie locale. Le pourcentage de travailleurs qui sont employés par la communauté et plus généralement le degré d'implication collective de la communauté. Dans un écosystème, par exemple une ville, sa résilience, elle dépend du nombre de personnes ou d'organisations, de leur diversité et surtout de la quantité de connexions entre elles. Donc il faut diversifier au maximum. Autant par exemple dans les secteurs d'activité, ne pas avoir une ville qui dépend que du tourisme par exemple, que avoir de la diversité dans ton agriculture, pas avoir que des monocultures, avoir des fermes, des jardins maraîchers, des potagers, de l'aquaculture, etc. Pareil, avoir une diversité de producteurs d'électricité ou une diversité de producteurs d'aliments. Et là du coup, c'est super solide en cas de choc. Et comme le coût du transport va exploser avec la fin du pétrole à petit prix, on va être obligé de produire beaucoup plus localement, d'où le deuxième point, relocaliser. Au Royaume-Uni, en 2000, il y a eu une contestation de plein de chauffeurs de camions. Ils ont bloqué le pays et en 3 jours seulement, l'économie britannique a failli se casser la gueule. Il restait plus que de quoi manger pour 24 heures seulement, avant d'avoir des troubles sociaux mais énormes quoi. Donc niveau résilience là, zéro. Donc pour caricaturer, aujourd'hui notre système il est tellement dépendant des importations qu'on peut être à 4 jours d'une famine qui survient n'importe quand, même dans un pays très riche. Donc quand on relocalise, ça permet d'augmenter cette durée. Qu'en cas de crise, on puisse avoir du stock, parce qu'on produit de manière locale, pour survivre plus longtemps. Et de manière globale, relocaliser, ça permet de s'émanciper d'une dépendance excessive de l'économie mondiale et d'investir dans ses propres ressources. Et donc le premier point, effectivement, c'est la bouffe. Pour survivre, c'est assez important. Donc en Occident, il va falloir relocaliser l'agriculture près de chez nous. Et c'est ce qu'a fait le Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1936, les 2 tiers des aliments du Royaume-Uni étaient importés et la majorité des terres servaient au pâturage. Mais face à la menace nazie et avec la guerre, le gouvernement a fait des gros efforts pour relocaliser l'agriculture. Résultat, en 1944, les terres cultivées avaient augmenté de 50% et la production alimentaire nationale avait presque doublé. Et les importations alimentaires ont été divisées par 2. Il y avait des jardins partagés partout, donc c'est pas du tout nouveau. En 1939, le Royaume-Uni pouvait satisfaire ses besoins pendant 120 jours en cas de conflit majeur, on était quand même dans la Deuxième Guerre mondiale, et en 1944, c'était monté à 160 jours quand même. Et pareil pour les véhicules, le gouvernement a rationné l'utilisation des carburants en 1939, où tu pouvais utiliser ta voiture pour les usages non essentiels que jusqu'à 2900 km. Ça a été aboli en 1942, mais en seulement 3 ans, ça a quand même fait chuter l'usage de la voiture de 95%, c'est énorme. Donc être autonome à l'échelle d'un pays, en fait, on l'a déjà fait, c'est possible. Donc la morale, c'est que quand un pays et son gouvernement veulent réellement l'autosuffisance, ça peut aller assez vite. La différence, c'est que le pic pétrolier et les changements climatiques sont pas vraiment perçus comme une menace aussi imminente que le nazisme. Mais en tout cas, ça montre que c'est possible. En plus, on importe, mais de manière absurde aujourd'hui. En 2004, le Royaume-Uni a importé de France 10 millions de kilos de lait et de crème. Et il en a exporté aussi 10 millions vers la France. C'est pas logique. Pareil pour les pommes de terre vers l'Allemagne. Le Royaume-Uni en a importé 1,5 million de kilos et il en a aussi exporté 1,5 million. Et c'est pareil pour la bière et plein d'autres choses. On importe énormément de choses qu'on exporte aussi. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'une bonne partie de nos importations sont en fait des choses qu'on produit déjà nationalement. Et la parenthèse dans l'histoire d'un pétrole pas cher pendant 200 ans, ça nous a permis de nous éloigner du local et de commercer davantage au niveau mondial, avant maintenant d'y revenir. C'est un peu une sorte de retour à la norme en fait. Et le troisième pilier d'une ville en transition, c'est de planifier une descente énergétique urgente. Ça, c'est le plus dur à entendre pour les gens. Et je le comprends très bien, parce que c'est vécu comme une atteinte à la liberté. Quitter pour me dire que je peux plus prendre autant la voiture que je veux, par exemple. Sauf qu'on va être obligé de vivre avec beaucoup moins de consommation d'énergie, donc plus tôt on s'y prépare, mieux ce sera. Donc on continuera à consommer plein d'énergie pour les choses importantes comme les transports d'urgence, les transports en commun, l'agriculture, etc. Mais c'est clair qu'on pourra plus aller où on veut, quand on veut, comme aujourd'hui. Et croire qu'on peut vivre comme aujourd'hui, mais en remplaçant juste les énergies fossiles par des énergies renouvelables, c'est un peu une illusion. Le renouvelable, c'est pas magique. Il faut des énergies fossiles, dont par exemple du pétrole, pour les mettre en route, pour les installer, pour les réparer, pour les batteries, etc. On n'aura pas assez d'énergie pour tout le monde, donc il faut réduire notre consommation. C'est là que le minimalisme devient vachement utile. Sauf que si c'est planifié et collectif,
bah, c'est vachement plus facile de faire cette transition confortablement. Et donc l'idée, c'est d'avoir des villes ou des pays qui fixent un programme très clair de combien d'énergie on va consommer en moins chaque année, et bien sûr d'accompagner ça avec plein de mesures pour aider les gens et surtout aussi les entreprises. Donc ça signifie par exemple aussi un plan ambitieux de transport en commun, une vraie politique avec des logements mieux rénovés, voire des bâtiments à énergie positive, qui produisent plus d'énergie que ce qu'ils consomment. Ok, maintenant qu'on a vu ce que ça peut être une ville en transition, comment est-ce que toi tu peux rejoindre ou amorcer une transition dans ta ville? Dans le livre, Rob Hopkins, il entre pas mal en détail sur les 12 étapes selon lui pour créer un groupe de transition dans ta ville, et il donne plein d'outils très concrets que je vais pas détailler ici, mais c'est bien expliqué sur entransition.fr, je te mets le lien en description. L'idée, c'est de rassembler quelques habitants au départ, un tout petit groupe, et de faire monter la sauce pendant un an. Donc pendant un an, il s'agit d'abord de sensibiliser un maximum de monde, d'organiser des conférences, des projections du film Demain par exemple, ou d'autres qui montrent à la fois la gravité de la situation et à la fois qui partagent cette vision inspirante d'un autre futur qu'on pourrait créer ensemble. Il faut un peu cet équilibre entre clairement faire un état des lieux qui a urgence à agir, donc assez pessimiste et alarmiste, et en même temps faire rêver avec un avenir plein d'abondance où potentiellement on peut complètement réinventer la société. Donc pendant un an, c'est des débats, donner de l'information, partager et surtout recruter un maximum de monde, essayer de fédérer un maximum de gens dans ta ville ou ton village. Il faut créer l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là, il y a tout le monde qui en parle entre voisins, etc. Et ça tombe bien parce que des gens impatients d'agir, il y en a partout. Bref, donner de l'espoir. Une fois que tu as teasé les gens pendant un an et ils sont là, ok, maintenant j'ai pris conscience que le monde il part en cacahuète et qu'il faut vraiment que je passe à l'action, que je comprends le pic pétrolier et tout ce schmilblick, vas-y, on lance le truc. Au bout d'un an, il y a une étape qui est la grande soirée de lancement. L'idée c'est que tu as vraiment rassemblé un max de monde dans ta ville ou ton village et qu'il y aura un avant et un après dans la mémoire collective des gens. C'est ce soir-là que tout aura commencé. Et à partir de là, tu peux lancer des tonnes d'initiatives, autant des jardins partagés que tu as des sous-groupes qui vont créer une monnaie locale, il y en a qui vont lancer un projet citoyen d'énergie, d'autres des projets de démocratie participative, etc. Et ces groupes de citoyens, ils bossent aussi avec les élus locaux, mais ils en sont indépendants, ça reste un groupe citoyen. J'en profite pour faire une distinction entre le changement climatique, dont on parle beaucoup, et moi le premier, et le pic pétrolier, dont on parle beaucoup moins en fait. Pourtant, le changement climatique, c'est comme dans une voiture, la fumée qui sort du tuyau d'échappement. C'est chiant, tu te dis que ça pollue l'air, etc. C'est une menace à long terme, mais tu peux continuer à rouler. Alors que le pic pétrolier, ça touche directement au réservoir d'essence de ta voiture. Une fois que tu n'as plus d'essence, tu peux plus rouler. Donc tu es obligé de t'en occuper. Les effets sur notre quotidien, ils sont beaucoup plus palpables pour la plupart des gens que une hausse des gaz à effet de serre à plus de degrés par rapport au niveau pré-industriel. Donc c'est bien de concilier les deux ensemble. Parce que si tu te concentres que sur le côté changement climatique, en fait, tu peux avoir des comportements durables, mais qui sont pas du tout résilients. Par exemple, tu peux développer du recyclage centralisé, mais ça serait encore mieux pour être résilient d'avoir du compostage local. Dans une démarche durable, tu peux planter des arbres décoratifs pour capter du CO2, mais c'est encore mieux de planter des arbres nourriciers, par exemple, qui vont nourrir la population locale. Donc par rapport à l'écologie traditionnelle qui essaie de limiter les dégâts, on va lutter contre le changement climatique, on va essayer de rester sous la barre des 1,5 degrés ou 2 degrés. L'approche de la transition, c'est un peu différent. C'est plutôt de faire de la prévention et d'anticiper. Plutôt que de faire pression sur le gouvernement, on va convaincre tellement de gens que l'écologie c'est essentiel que ça va devenir rentable électoralement pour un gouvernement ou des élus locaux de prendre des mesures écologiques. Plutôt que de faire des actions militantes contre l'ancien monde, c'est la population qui prend les choses en main pour créer un nouveau monde. Et donc on a besoin de ces deux visions. Pas que d'une seule des deux, on a besoin des deux. Ce qui est dingue, c'est que les politiques, ils ont jamais envisagé cette transition, ils l'ont pas planifié et ils ont même pas préparé leur électorat au fait que c'était inévitable. Donc à quand quelqu'un qui nous dit la vérité, qui réfléchit sur le long terme et qui nous parle comme à des adultes responsables? Et en même temps, même si c'est irresponsable et immoral de la part d'un élu de pas planifier cette transition, d'un point de vue électoral, c'est complètement logique. Pour l'instant, aujourd'hui, il y a peu de gens qui voteraient pour un programme où on doit réduire chaque année notre consommation d'énergie. Donc pour l'instant, on avance sans les politiques, et plus il y aura de villes en transition, et plus la politique suivra. Bref, je sais pas si tu t'en rends compte, mais en fait, on est un peu à l'aube d'un renouveau
sans précédent. Alors le livre est assez binaire entre un monde post-pétrole hyper flippant et des villes en transition où tout le monde est heureux. Il y a aussi d'autres scénarios possibles, mais celui des villes en transition, au moins il est super concret, c'est un manuel de transition, et il y a quand même déjà 1000 villes dans le monde qui l'ont déjà entamé. Au-delà des villes, il faudra créer un effort mondial coordonné sans précédent pour faire face aux enjeux climatiques et aux pics pétroliers, mais on parle quand même de créer une nouvelle société plus juste et plus durable. Donc le jeu en vaut la chandelle. Merci pour tous vos commentaires sur la précédente vidéo sur la fin du pétrole, c'était très touchant. C'est une vidéo importante pour moi, donc si tu l'as pas vue, je te la conseille. Abonne-toi et dis-moi en commentaire un truc, toi, t'inspire dans ce futur monde sans pétrole. Ciao!